Il y a des sourires qui éclairent une pièce, et puis il y a les autres. Ceux qui arrivent sans bruit, ceux qui rassurent tout le monde, ceux qui disent « ça va » avec une précision presque professionnelle. Et si tu écoutes attentivement, tu entends le silence derrière le sourire. Tu es peut-être cette personne. Tu souris automatiquement, même quand ton corps est fatigué, même quand ton esprit est saturé, même quand quelque chose en toi crie sans faire de bruit. Tu es celui ou celle qui va bien pour ne pas déranger. Celui qui comprend tout le monde sauf lui-même. Celui qui porte une douleur idoine, si bien camouflée qu'elle finit parfois par t'échapper à toi aussi. Voici le paradoxe central. Ce qui t'a sauvé autrefois est aujourd'hui ce qui t'épuise. Ce sourire n'est pas faux, il est stratégique. Il est né dans un environnement où montrer ta peine n'était pas sûr, où tes émotions étaient trop lourdes, trop compliquées, ou simplement ignorées. Alors tu as appris à sourire, à contenir, à ne pas demander. Et maintenant, adulte, tu continues. Mais le coût est immense. Parce qu'à force de sourire pour survivre, tu as peut-être oublié comment exister sans te cacher. Psychologiquement, les personnes qui sourient mais souffrent en silence ne sont pas fortes. Elles sont adaptées. Adaptées à un environnement émotionnel où la vulnérabilité n'était pas accueillie. Ce profil s'ancre souvent dans ce que la psychologie appelle le schéma de négligence émotionnelle. Un schéma où l'enfant ne reçoit pas de validation émotionnelle cohérente, pas nécessairement de violence, pas nécessairement de cris, mais une absence subtile, répétée, constante. Quand les émotions ne sont pas vues, l'enfant apprend ceci. Ressentir est dangereux, exprimer est inutile. Ajoutons à cela un autre mécanisme clé, l'hypervigilance émotionnelle. Tu deviens expert pour lire les humeurs, pour anticiper les tensions, pour maintenir l'équilibre du système familial, parfois au prix de toi-même. C'est souvent lié à la parentification, quand l'enfant devient inconsciemment responsable du climat émotionnel autour de lui. Il apaise, il rassure, il sourit, parce que quelqu'un devait le faire. Sur le plan neuropsychologique, ton système nerveux se reprogramme. Ton cerveau privilégie la survie relationnelle. Le Default Mode Network, ce réseau impliqué dans l'identité et la narration interne, s'organise autour d'une question centrale. Comment rester acceptable? Et enfin, beaucoup développent une forme d'attachement évitant fonctionnel. Ils donnent beaucoup, ils ressentent profondément, mais ils ne montrent presque rien. Pas parce qu'ils ne ressentent pas, mais parce qu'ils ressentent trop, sans sécurité. Il y a un deuil que personne ne voit, le deuil de la spontanéité, le deuil de la plainte légitime, le deuil d'être porté au lieu de porter. Carl Jung disait « Ce que nous ne rendons pas conscient se manifeste sous forme de destin. » Et ici, le destin est silencieux. Tu sacrifies l'authenticité pour l'acceptation, encore et encore et encore. Tu souris quand tu devrais pleurer, tu minimises quand tu devrais t'arrêter. Tu dis « ce n'est rien » quand ton corps dit trop. La peur centrale n'est pas le rejet, c'est l'abandon émotionnel. La peur que si tu montres tout, il n'y ait plus personne. Alors même les moments simples deviennent complexes. Se reposer devient culpabilisant. Demander de l'aide devient inconfortable. Recevoir devient presque douloureux. Le philosophe Sénèque parlait de cette fatigue invisible, celle de porter un masque trop longtemps. C'est une grief invisible. Personne ne te plaint parce que tu sembles aller bien. Personne ne s'inquiète parce que tu rassures trop bien. Et pourtant, quelque chose en toi s'érode. Ces schémas ne disparaissent pas à l'âge adulte, ils changent de forme. Tu pourrais te reconnaître dans ces manifestations. Dans les relations, tu attires des personnes émotionnellement indisponibles. Tu donnes plus que tu ne reçois. Tu évites les conflits, même nécessaires. Dans le travail, tu surperformes sans demander de reconnaissance. Tu dis oui alors que ton corps dit non. Tu te rends indispensable et épuisé. Dans l'estime de soi, ta valeur dépend de ton utilité. Tu te sens vide quand tu ne sers à rien. Le repos te fait te sentir inutile. Dans les limites, tu as du mal à dire non. Tu expliques trop, tu t'excuses d'exister. Dans la régulation émotionnelle, tu intellectualises au lieu de ressentir. Tu gères les crises des autres mais ignores les tiennes. Tu t'effondres seul. Dans l'identité interne, tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu es défini par l'adaptation. Ton vrai soi reste en arrière-plan. Mais écoute ceci attentivement.
Ce ne sont pas des traits de personnalité, ce sont des stratégies de survie devenues obsolètes. La guérison commence non pas par le changement, mais par le témoignage conscient. Arrêtez de te gaslighter. Arrêtez de te dire que ce n'est pas si grave. Commencez à voir. Guérir ne signifie pas arrêter de sourire. Cela signifie choisir quand sourire et quand être vrai. Le chemin commence souvent par le reparentage intérieur. Apprendre à te donner ce que tu n'as pas reçu. Validation, sécurité, permission de ressentir. Le shadow work t'aide à rencontrer la colère que tu as refoulée, la tristesse que tu as rendue invisible, la fatigue que tu as normalisée. La régulation du système nerveux est essentielle. Respiration lente, présence corporelle, ralentir sans justification et surtout, choisir la douceur plutôt que le mode survie. Rainer Maria Rilke écrivait « Vivre les questions maintenant, peut-être alors vivras-tu un jour les réponses. Tu n'as pas besoin d'être réparé, tu n'es pas cassé. Le but n'est pas d'être fonctionnel, le but est d'être entier. » Si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui sourit peut-être trop souvent. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces territoires invisibles de l'âme humaine. Et rappelle-toi, ton sourire n'a de valeur que s'il inclut aussi ta vérité.